Merci beaucoup Jean-Michel. Alors effectivement, place aux travaux. Donc pour cette première partie, l'idée c'est de vous présenter un petit peu les travaux et résultats de la chaire récents. En sachant donc que pour rappeler cette chaire comptabilité écologique, elle travaille donc à 3 niveaux. Au niveau de la comptabilité des organisations, au niveau de la comptabilité nationale, ou en tout cas des travaux sur l'échelle macroéconomique, et puis entre les deux, la comptabilité qu'on va appeler écosystème centré. Donc on aura largement l'occasion d'y revenir pour préciser un petit peu de quoi il s'agit, avec une recherche d'articulation entre ces 3 niveaux. Donc on va faire niveau par niveau. Et on va commencer par la comptabilité nationale et les travaux au niveau macroéconomique. Donc peut-être pour commencer un petit peu le cadre général. Donc on a plusieurs approches qui ont été privilégiées, étudiées dans le cadre de cette chaire. Donc là on en a cité 4, il y en a d'autres. L'approche par les coûts écologiques non payés, qui consiste, donc on y reviendra également, une approche à évaluer finalement une dette à la fois sur des bases biophysiques mais aussi monétaires. Donc combien ça coûterait de maintenir en bon état un écosystème, par exemple, par rapport à une cible de référence, qui peut être une cible scientifique, sur des bases scientifiques, une cible sur des bases plus institutionnelles, idéalement les deux. Le tableau de bord ISGAP, donc c'est une autre méthodologie. On n'est pas strictement dans de la comptabilité, mais on est dans une sorte de grand tableau de données qui nous permet d'évaluer la soutenabilité d'un territoire en fonction de plusieurs dimensions écologiques et en lien avec les activités économiques du territoire. Donc la chaire avait travaillé avec l'Agence française de développement et le WWF en 2020 et 2021, donc une grosse étude qui a été publiée donc, sur le site de la chaire, donc je vous invite à consulter cette étude si ça vous intéresse, et qui permet d'arriver à la fin à un pourcentage un peu de soutenabilité qui peut être ensuite désagrégé en fonction de différentes dimensions écologiques. Deux autres approches, des approches sur vraiment des comptabilités écosystémiques, avec des comptes qui vont être à la fois biophysiques et monétaires, là aussi. Donc il y a eu un gros travail dans le cadre du projet européen Maya sur des comptes d'écosystèmes marins. Donc Maya qui est un projet européen, le projet qui a été porté par la chaire était au niveau français. Et qui se cale donc sur le cadre onusien du SEA, qui est donc une méthodologie, là aussi, de comptabilité des écosystèmes. Et enfin, un travail sur l'impact des dépenses publiques, et en particulier les dépenses de l'État sur la biodiversité, sur la base du budget vert. Donc on reviendra d'ailleurs sur certains de ces travaux. Ça, c'est un petit tableau pour vous montrer un petit peu... voilà, si ce sont plutôt des données biophysiques, plutôt des données monétaires qui sont utilisées, et puis le niveau de soutenabilité, est-ce que c'est plus ou moins fort? Donc voilà, donc on part du plus fort au moins fort, ce qui ne veut pas dire que les moins forts ne permettent pas justement de faire des choses très concrètes en termes de pilotage des activités ou pilotage des dépenses. Donc voilà, en quelques mots, on va dire depuis juin 2022, donc il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de travaux qui ont été effectués au niveau de la comptabilité nationale ou au niveau macroéconomique. Déjà une soutenance de thèse, donc ce n'est pas rien, sur la comptabilité des dettes écologiques nationales et d'entreprises, un outil de pilotage vers une économie durable, donc de Clémence Surin, et qui viendra un peu présenter quelques résultats majeurs de sa thèse assez rapidement. Voilà, un mémoire de stage également sur voilà, l'évaluation de la dette écologique vis-à-vis d'un objectif de zéro artificialisation nette, notamment qui a été rédigé et effectué par Morgane Gonon, qui a eu plein de rôles dans cette chaire et qui interviendra aussi tout à l'heure, et qui a reçu le prix Veblen 2022, qui récompense les mémoires justement en lien avec la transition écologique. Des stages également en lien avec ces questions d'artificialisation et toujours de dette écologique. Donc on y reviendra, les stages de Élodie et de Nicolas.
des travaux en lien avec l'Observatoire national de la biodiversité pour développer des indicateurs qui rendent compte des interactions réciproques qu'il peut y avoir entre le système économique et l'évolution de la biodiversité, et notamment un indicateur qu'on vous présentera. Et puis une thèse en cours de Morgane, qui viendra également présenter ses travaux. Morgane qui a débuté sa thèse l'année dernière, en fin d'année dernière. Donc, on ne va pas pouvoir tout vous présenter, évidemment. Donc, notamment, voilà, pour juste une petite slide pour vous montrer le travail qui a pu être fait et qui a fait l'objet aussi d'une publication de mémoire qui sera diffusée là aussi sur le site de la chaire. Sur voilà, évaluer le coût de renaturation des sols pour permettre l'atteinte du zéro artificialisation nette, notamment, avec un certain nombre d'étapes pour désartificialiser un sol. Et donc, pour mettre en place tout ce plan et pouvoir évaluer monétairement en quoi ça consiste, comme vous voyez, il y a un certain nombre de personnes qui ont été sollicitées, un certain nombre d'établissements. Donc c'est un travail très très riche et que je vous invite également à consulter, qui a été encadré par deux doctorantes, Mathilde Salin et Charles Claron. Voilà, donc sans plus attendre, je vais passer la parole à distance à Clément Surin, qui ne peut pas être avec nous physiquement et qui va nous présenter un petit peu les résultats majeurs de sa thèse. Et donc, je crois qu'il faut que je quitte la présentation pour que Clément puisse faire son partage d'écran. Alors, là, j'étais censé demander de l'aide aux techniciens, mais si je peux essayer de me débrouiller tout seul. Alors, voilà, merci. C'est bien ça. Monsieur Surin, je vais vous demander d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Est-ce que vous voyez mon écran et vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous voit et on voit votre écran. Ok, super. Alors. Très bien. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Aurélien, pour l'organisation du colloque. Donc moi, je suis le premier doctorant de la chaire qui est arrivé en 2019 et qui a permis, donc j'ai soutenu en mars de cette année. Et donc, je vais vous faire un rapide résumé de mes travaux de thèse. Donc, je vais revenir sur les résultats principaux, mais bien entendu pas sur l'ensemble des travaux que j'ai pu réaliser. Donc, j'ai travaillé sous la direction de Harold Levrel et Clément Féguer, qui sont respectivement responsables de l'axe comptabilité nationale et comptabilité écosystème centré. Donc en fait, le contexte sur lequel à partir duquel je suis parti est le suivant. La comptabilité nationale, c'est la représentation la représentation globale de l'économie qui est utilisée par le ministère des Finances, l'INSEE, tout un ensemble d'acteurs au niveau du gouvernement pour en fait calibrer les politiques publiques, la fiscalité et la réglementation. Et donc le concept phare de cette comptabilité nationale, c'est le PIB. Et or, depuis quasiment la création de la comptabilité nationale dans les années 50, on sait que ce PIB avait des limites. Donc il y a eu différents travaux dans les années 70 et puis ensuite en 2009, la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi qui est revenue sur ces limites et l'une des limites majeures de cette comptabilité nationale, c'est de ne pas prendre en compte la dégradation de l'environnement et de ne pas mesurer, représenter l'état de l'environnement, mais aussi les relations qu'entretient l'économie avec l'environnement. Donc, un autre élément de contexte important en parallèle, c'est l'ambition croissante pour alors à la fois définir et puis surtout atteindre des objectifs écologiques de diverses natures qui portent sur les écosystèmes, le climat et un ensemble de dimensions environnementales. Donc là, depuis 3-4 ans, on a en plus une ambition accrue sur ces sujets, à la fois au niveau international avec différentes COP, mais aussi au niveau européen et français. Et aussi, au niveau européen, l'adoption de la directive sur
le rapportage sur sur la durabilité des entreprises, avec un impact, avec vraiment un intérêt et une demande forte sur la question des impacts qu'ont les entreprises sur l'économie. Donc en fait, tout ça fait qu'il y a aujourd'hui un besoin accru en données pour en fait piloter la transition écologique, avec notamment les questions des besoins de financement pour faire cette transition. Et puis aussi, quelque chose qui est parfois plus difficile à définir, c'est les trajectoires pour atteindre la neutralité ou pour réduire l'empreinte environnementale. Et donc en fait, ces deux éléments de contexte combinés, donc à la fois les limites du PIB qui sont toujours présentes et qui ne sont pas vraiment résolues, et en parallèle l'augmentation de l'ambition environnementale, font que la comptabilité nationale est quelque peu secouée ou remise en cause. Et donc c'est en partie ça qui a impulsé la recherche qui a été faite au sein de la chaire comptabilité écologique. C'était de répondre à ce double enjeu. Et donc, pour y répondre, un concept qui est apparu assez vite indispensable, c'est celui de dette écologique. Donc, tout l'objet de ma thèse a été de travailler là-dessus pour essayer de placer ce concept au cœur de la comptabilité nationale. Alors, pour ça, j'ai étudié un certain nombre de systèmes comptables et systèmes d'information, donc bien évidemment la comptabilité économique au niveau des entreprises et de la comptabilité nationale. Un certain nombre de propositions de comptabilité environnementale, certaines qui sont parfois anciennes, qui peuvent avoir plus de 30 ans au niveau de la comptabilité nationale, et aussi un ensemble de systèmes d'information qui existent déjà, qui sont déjà utilisés par beaucoup d'acteurs, mais qui ne sont pas intégrés avec la comptabilité économique. Donc, tout d'abord, il a fallu bien évidemment faire un certain tri là-dedans, notamment en écartant un certain nombre de systèmes d'information qui sont plutôt des outils d'alerte scientifique et pas forcément des outils pour piloter la transition, mais aussi des outils qu'on peut plus facilement rattacher à la durabilité faible. Donc, ensuite, les travaux importants de ma thèse ont consisté déjà à comprendre l'articulation qui existe entre la comptabilité nationale économique et la comptabilité financière des entreprises. Et ensuite, tout l'objet de la thèse a été de définir, en fait, d'essayer d'intégrer ce concept de dette écologique au sein des propositions déjà existantes. Donc, la proposition de l'ONU, le SEA, et aussi je suis reparti de la proposition des coûts écologiques non payés d'André Vanoï pour essayer de fusionner un petit peu tout ça. Et avec derrière, bien évidemment, l'idée de connecter ensuite les choses avec la comptabilité nationale actuelle. Et donc ensuite, pour faire cela, en fait, des axes de travail principaux, l'un des axes de travail principaux a été en quelque sorte de traduire la comptabilité, le modèle CARE, qui est développé au sein de la chaire, en comptabilité nationale, de la même façon que la comptabilité d'entreprise a été traduite et adaptée pour construire les indicateurs du PIB et tous les autres indicateurs pour piloter, en tout cas orienter l'économie nationale. Et ensuite, d'autres points très importants, ça a été de vraiment faire une connexion avec un ensemble de systèmes d'information qui existent déjà au niveau national, de façon à ce que cette comptabilité soit vraiment directement utile à l'action et qu'elle ne soit pas uniquement un outil en plus, un nouvel outil qui viendrait rajouter une couche, alors qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont très utiles, mais qui ont besoin d'être renforcées. Et enfin, un dernier axe a été celui de la question de l'alimentation en données, qui n'est pas du tout une question évidente, ni du point de vue conceptuel, ni du point de vue pratique. Donc, quelques éléments de définition très rapidement pour replacer un peu les choses dans son contexte. Donc, la dette écologique, telle qu'on l'a définie, c'est en fait c'est quelque chose qui apparaît suite à une dégradation environnementale et qui s'exprime comme la différence entre un indicateur d'état de l'environnement et un niveau de référence. Et donc ensuite, on peut traduire cela, donc c'est vraiment, la véritable dette est vraiment biophysique, mais ensuite on peut calculer des indicateurs monétaires qui correspondent à cette dette, qui traduisent en quelque sorte cette dette dans une autre unité, en calculant, en fait, en budgétant les coûts qu'il faudrait mettre en œuvre, les dépenses qu'il faudrait faire pour, alors, soit rester dans un espace, dans un espace durable, soit y revenir. Et donc,
bien que cette définition puisse paraître relativement évidente, dit comme ça, il a été, j'ai en fait réalisé un travail assez important pour comprendre en fait quelles étaient les controverses au sein de ces arènes de comptabilité nationale qui existent depuis une trentaine d'années, pour savoir s'il était possible et comment intégrer ce concept de dette écologique dans la comptabilité nationale. Donc pour ça, j'ai réalisé une analyse historique des controverses qui ont eu lieu dans l'arène d'experts qui travaillent sous l'égide de l'ONU pour développer le SEA, et en identifiant un certain nombre de controverses, donc là trois sur cette diapositive, et les différents acteurs qui discutaient en fait de ce sujet. Donc du coup, j'ai mis en lumière à la fois le fait qu'il y avait bien évidemment un certain nombre d'arguments rationnels qui permettaient de défendre l'une ou l'autre des approches à chaque fois, mais aussi des aspects stratégiques avec des rapports de pouvoir entre acteurs qui ont eu un rôle très important dans la résolution ou en tout cas la mise en pause de certaines controverses. Et donc, par exemple, si vous prenez la deuxième, cette controverse correspond plus ou moins à celle qu'on retrouve en comptabilité d'entreprise sur la question de alors faut-il fonder la comptabilité sur la simple matérialité ou la double matérialité. Et donc ici, ce que l'on voit, c'est que la question de la double matérialité a été quelque peu abandonnée aux alentours de 2008 et ressurgit aujourd'hui sous l'impulsion d'un certain nombre d'acteurs dont font partie la chaire comptabilité écologique. Alors ensuite, outre cette analyse historique, on a donc proposé un système de compte à part entière, et on l'a testé. Alors bien évidemment, les retours de terrain permettent d'ajuster notre proposition de système comptable. Et donc là, je vous présente ici le cas de l'artificialisation, et en fait qui s'appuie sur la loi climat et résilience qui définit l'objectif de zéro artificialisation nette. Donc ici, on a calculé que on a repris les statistiques du ministère de la Transition écologique qui annonce qu'en 2021, il y a eu 214 km² qui ont été artificialisés en France, qui correspond à une dette inférieure puisque l'objectif de neutralité, de zéro artificialisation nette est à horizon 2050. Donc il y a une trajectoire de décroissance des impacts. Donc nous, on a repris en fait cette trajectoire-là pour définir l'objectif à suivre. Et donc en 2021, l'objectif est uniquement de 194 km², ce qui permet de calculer une dette de environ 20 km². Et donc ça, c'est vraiment la dette monétaire. Et ensuite, donc l'idée a été bien évidemment d'inscrire cela dans la comptabilité nationale. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est ce grand tableau, alors un petit peu simplifié, mais qui reste quand même assez complexe, avec ici donc des comptes de flux et en dessous des comptes de variation de stock, avec ici le PIB, le GDP, du secteur de la construction. Et par ailleurs, on a introduit un certain nombre de modifications dans ce tableau économique, en introduisant notamment un nouveau secteur institutionnel de la nature, qui correspond en fait à l'ensemble des acteurs qui représentent la nature. Et donc en fait, en arrière-plan, c'est donc ce que l'on doit à la nature, ou c'est l'ensemble des écosystèmes et de l'environnement. Et aussi, au niveau des comptes de variation de stock, un ensemble de comptes ici, avec les dettes écologiques qui apparaissent là, et des actifs qui correspondent aux emplois de cette dette. Donc, l'estimation qu'on a pu faire pour calculer la dette on arrive à un résultat de 7 milliards d'euros de dette écologique pour le secteur de la construction. Et ce que l'on a constaté, c'est que seulement 1 milliard de dépenses de restauration avaient réellement été mises en œuvre en 2021. Donc, du coup, cette dette a été uniquement soldée, une toute petite partie de cette dette a été soldée. Ensuite, si on regarde un peu d'autres chiffres, on constate que l'équivalent du chiffre d'affaires agrégé du secteur de la construction est de 322 milliards. Et une fois qu'on a passé tous les coûts de salaire, de charges, etc., on arrive à une épargne de 15 milliards. Donc, l'intérêt de ce tableau étendu de comptabilité nationale, c'est justement de faire apparaître ces écarts, puisque là, par exemple, on constate qu'il y a une épargne de 15 milliards, non seulement une toute petite partie, un 15e, a été utilisé pour solder les dettes écologiques. Donc, voilà, ça vous donne un peu une idée du type d'analyse, du moins très simple, que l'on peut faire de ce type de tableau et de ce que ça peut apporter à la discussion
pour alimenter en fait les discussions parlementaires ou gouvernementales sur la transition écologique. Alors aujourd'hui, on a relativement, on a pu baliser un certain nombre de choses et poser un certain nombre d'éléments sur cette comptabilité. Donc déjà, ce qui est quand même bien validé, c'est que ce système est effectivement compatible avec la comptabilité nationale, même s'il reste un certain nombre de développements conceptuels et d'argumentaires à développer. Ensuite, au niveau des études de cas que j'ai pu faire, on constate qu'au niveau de la gestion de l'eau et des écosystèmes aquatiques, on a vraiment quelque chose qui est prêt et qui peut être mis en place à moyen terme, moyennant des efforts relativement, alors évidemment qui ne sont pas négligeables, mais qui sont relativement modestes par rapport à l'ensemble des données qui existent déjà. Alors, en revanche, quand on regarde la question de la biodiversité terrestre, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a à la fois un ensemble d'institutions qui sont déjà présentes, donc avec des lois, des objectifs, la définition du bon état écologique pour énormément d'écosystèmes, mais en revanche, les données sont parfois lacunaires ou d'une qualité qui n'est pas forcément, qui n'est pas suffisante pour les instituts de statistiques nationaux. Donc là, il y a quand même un travail quand même un peu plus important d'amélioration de la qualité des données qui est nécessaire pour calculer et ensuite intégrer directement les dettes écologiques liées à la biodiversité terrestre. Alors voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous laisse sur cette slide comme bilan. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien sûr alors télécharger ma thèse. Et nous avons aussi publié 2 articles académiques. Donc un premier qui pose le cadre conceptuel et un autre qui constitue un cas d'étude que j'ai réalisé avec Adrien Comte et Harold Levrel sur le Environmental Sustainability Cap dont Aurélien a parlé tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup et je serais ravi de prendre des questions suite à la présentation. Merci. Merci Clément. Alors on prendra un petit temps d'échange à la fin de l'axe national et donc on va passer à la présentation de la suite. Donc merci beaucoup. On va passer à la suite sur la présentation donc d'un travail qui a été effectué donc en collaboration avec l'Observatoire national de la biodiversité, qui est rattaché à l'Office français de la biodiversité, mais aussi avec un certain nombre d'acteurs et d'organisations. Donc ce travail, comme ça a été dit tout à l'heure, s'inscrit dans le groupe de travail économie et biodiversité qui est piloté par la chaire comptabilité écologique, dans lequel un certain nombre d'indicateurs ont pu être développés, donc des indicateurs sur l'évolution du nombre d'emplois liés à la biodiversité, tout un travail sur l'empreinte économique de la biodiversité, des indicateurs liés à la formation. Et puis il y a eu un gros travail qui a duré au moins 2 ans sur un indicateur des dépenses de l'État défavorables à la biodiversité. Donc, comme c'est indiqué ici, l'objectif était d'avoir une grille de classification et de suivi de chaque dépense budgétaire, fiscale et taxe affectée au regard des 5 grandes causes d'érosion de la biodiversité définies par l'IPBES notamment, qui est donc l'instance équivalente au GIEC, mais pour les questions liées à la biodiversité. Et donc, on va vous montrer un petit peu ce qui a pu être fait. Je vais débuter un tout petit peu cette présentation, et puis ensuite, Morgane Gonon prendra la suite, puisqu'elle a travaillé pendant 6 mois donc, sur ce dossier, qui fait actuellement l'objet d'une publication scientifique. Donc, le cadre international autour des dépenses défavorables à la biodiversité. Rapidement, l'objectif était de se focaliser sur des objectifs qui existent déjà. Donc, l'objectif de pouvoir relocaliser
les subventions dommageables à la biodiversité, voire les supprimer complètement, pour les relocaliser vers d'autres types de dépenses. Donc on s'est calé dans ce cadre-là. Et pour ce faire, donc, il y a... je passe un peu vite pour qu'on ait quand même le temps de vraiment présenter les résultats. Le ministère de la Transition écologique, le ministère en charge de l'environnement, a travaillé aussi en collaboration avec la direction Trésor sur ce qu'on a appelé le green budgeting et le budget vert, qui vise à reprendre donc, les dépenses, les budgets de l'État, les taxes affectées, les dépenses fiscales, pour les classifier en fonction de l'impact qu'ils vont avoir sur 6 grands enjeux, 6 grandes dimensions environnementales, telles que définies dans la taxonomie européenne. Donc ça représente, comme vous voyez, on n'est pas loin des 600 milliards d'euros au total et 1427 lignes budgétaires. Donc c'est un sacré travail. Et donc on a repris, nous, ce périmètre-là pour essayer de regarder plus spécifiquement ce qui se passait sur la biodiversité. Donc en classant chaque ligne en fonction de l'impact qu'elles vont avoir sur les 5 pressions majeures qui pèsent sur la biodiversité, donc les pressions de changement d'usage des sols, des terres et des mers, les pressions de l'exploitation des ressources biologiques, des espèces exotiques envahissantes, des pollutions, et puis évidemment du changement climatique. En essayant aussi d'affiner un petit peu l'analyse, en regardant véritablement ce qui se passe aussi au niveau des sous-actions, donc en allant un petit peu plus loin dans l'analyse des dépenses. Et donc l'idée, c'est de pouvoir avoir une vision à la fois pression par pression et une vision agrégée sur ce qui se passe au niveau de la biodiversité, avec des cibles un peu de transition par secteur d'activité qui sont définies et qui permettent donc de définir si on va être plutôt favorable à la réduction des pressions ou au contraire défavorable à la biodiversité. Donc voilà, la présentation de la méthodologie présentée de manière un peu plus schématique. Donc une méthodologie basée en général sur les grands secteurs d'activité, avec des référentiels, donc par exemple pour l'agriculture, agriculture biologique, et puis ce qui va se passer au niveau de l'agriculture conventionnelle. On va mettre des petits -1, 0 ou +1 sur chacune des pressions en fonction de nos cibles. Et à partir de là, donc de la même manière pour le transport, avec tout ce qui va permettre d'aller plutôt vers les transports en commun versus ce qui va vers la voiture thermique individuelle, par exemple. Donc on va avoir une classification qui va plutôt vers le mieux ou au contraire qui n'améliore pas forcément la situation. Donc voilà un petit peu pour les secteurs. Ensuite, dans certains cas, on applique des ratios quand on a les moyens de savoir si, par exemple, 10% de la dépense va être allouée vers, par exemple, de l'agriculture biologique et 90% vers de l'agriculture conventionnelle. Voilà, donc c'est des exemples comme ça. Et donc, à ce moment-là, on crée une ligne supplémentaire. Et puis enfin, donc on va faire la somme de nos +1, -1, 0 pour avoir un résultat qui nous permet, s'il est positif, de classer la dépense comme favorable à la réduction des pressions, négatif, eh bien, défavorable à la biodiversité, mixte, donc ça c'est un cas qui est très rarement rencontré, c'est quand le résultat est nul, mais que nous avons des +1 et des -1. Neutre, c'est quand la dépense n'a pas d'effet avéré ou en tout cas d'effet démontré. Et inclassable, c'est quand il y a un effet a priori avéré, mais qu'on n'a pas assez d'informations pour pouvoir classer la dépense. Voilà, et je vais passer la parole à Morgane, qui va nous présenter un petit peu les résultats de ce travail. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, il y a eu une succession de personnes qui ont travaillé. Si je passe les slides, c'est comme ça. Non. Ah oui, d'accord, super.
Oui, donc il y a une succession de personnes qui ont travaillé sur ce projet pendant à peu près 2 ans, comme l'a dit Aurélien. Moi, je me suis occupée particulièrement de la version 2022, donc le classement des 1427 lignes budgétaires sur les 5 pressions. Et on a décidé ensuite d'en faire une publication, d'aller un petit peu plus loin dans le traitement statistique des résultats, puisque avec un tel matériel à disposition, c'était quand même dommage de ne pas voir les grandes tendances qui pouvaient se dessiner. Aurélien est passé effectivement vite sur une méthodologie qui est assez compliquée en réalité à mettre en œuvre, parce que a priori, de manière absolue, tout a un impact sur la biodiversité. Donc il s'agit vraiment d'avoir un classement relatif, de discuter sur les futurs souhaitables, entre guillemets, pour chaque type de secteur, et de savoir si les dépenses vont dans le bon sens. Et donc par rapport aux enjeux de réglementation dont Aurélien a parlé, des cibles internationales de réduction ou de réallocation des dépenses budgétaires, c'était vraiment un apport aussi donc, de cette méthodologie avec cet aspect un peu plus relatif de l'impact des dépenses. Et donc on voulait montrer tout ça dans une publication. Donc on a on est revenu sur nos résultats, on l'a soumis à Ecological Economics dans un cadre d'un special issue l'année dernière, et on l'a présenté notamment au séminaire NGFS, donc qui est le réseau des banques centrales pour le verdissement du système financier. Je reviens sur la première figure. Donc là, c'est les résultats un petit peu finaux, même s'ils ne sont pas consolidés comme vous pouvez le voir. Donc il reste quelques petits points méthodologiques peut-être à revoir, mais on a un total à peu près de 27 milliards de dépenses défavorables, 25 milliards de dépenses favorables et un certain nombre d'inclassables, puisque en réalité, c'est des dépenses, ça peut vous paraître étrange, mais des dépenses comme dans les secteurs de l'énergie, etc., sont très dépendants au contexte territorial. Et donc on va avoir un certain nombre de dépenses qu'aujourd'hui on ne peut pas classer de manière certaine l'impact. Sur la figure la plus à droite, vous voyez une analyse de sensibilité qui montre, en fonction des coefficients de pondération qu'on a choisis entre les pressions qui ont été évoquées avant, si on se situe plutôt dans une sous-estimation, une surestimation des dépenses favorables ou défavorables vis-à-vis de l'ensemble, d'essais randomisés de nos pondérations. Donc le point bleu est représentant tous les coefficients au même poids et le point rouge notre analyse. Donc on voit avec les pondérations qu'on avait choisies, qui aggravaient le cas des dépenses qui portaient sur l'artificialisation des sols et les pollutions en accord avec le classement de l'IPBES, a tendance à surestimer un petit peu les dépenses défavorables et à sous-estimer les dépenses favorables. Mais je pourrais y revenir s'il y a d'autres questions. L'idée, c'était un peu de rentrer dans le détail justement de cette évaluation, de mettre en évidence avec des systèmes de classification les programmes les plus favorables ou défavorables selon un certain nombre de critères supplémentaires. Donc ce qui apparaît particulièrement, c'est que les programmes qui sont les plus défavorables du point de vue de cette classification sont les programmes de financement des territoires ultramarins, les programmes sur le développement urbain, agriculture évidemment qui reprend beaucoup de programmes, même si on a aussi essayé d'évaluer la PAC, mais là ça ouvre tout un tas de questions qui nécessitent un travail pour elles-mêmes. Les transports, les secteurs de l'énergie particulièrement, et puis quelque chose qui a fait pas mal débat au sein des groupes de travail de l'OFB dont Aurélien a parlé sur les forces armées, qui est toujours une problématique d'évaluation environnementale un peu complexe. L'idée, c'était d'avoir aussi clarifié cette lecture sectorielle, regarder quels étaient les secteurs qui ressortaient le plus en favorable ou en défavorable, et donc avoir le secteur des transports, donc comme je disais, production d'électricité, et puis tout ce qui est logement en construction. Là, l'idée, c'était de désagréger justement les programmes, de ne pas rester dans le carcan, entre guillemets, budgétaire préexistant, mais vraiment de regarder dans les dépenses, si on les redécoupait nous-mêmes en fonction des secteurs qu'on avait utilisés pour l'évaluation, qu'est-ce qui ressortait. Et donc, ce qu'on voulait aussi regarder, c'était la distribution du score. Comme Aurélien a dit, sur les 5 pressions, entre nos pondérations, ça pouvait aller de -5 à +5. Et donc, de regarder où étaient plutôt les scores favorables, si c'était des scores +2, +1 qui pouvaient laisser entendre qu'il y avait des pressions qui étaient notées favorablement, d'autres défavorablement, et qu'elles s'annulaient, entre guillemets, ou si des dépenses favorables étaient très favorables. Donc, d'essayer de tirer un petit peu de la substance de ce système de scoring précis sur les 5 pressions. Et donc on voit que les scores négatifs sont plutôt très négatifs, et quand les scores positifs sont autour de +1 et +2, là par exemple sur la figure de droite. Pareil, je pourrais revenir si vous avez des questions sur le détail de ces analyses. On a aussi fait des analyses de corrélation entre les pressions pour savoir si ce qui impactait la pollution impactait aussi le changement climatique ou pas, dans quel sens. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que
les facteurs de perte de biodiversité tels qu'ils sont définis par l'IBES, donc les fameuses pressions dont on parle, sont plutôt toutes corrélées, donc ça va plutôt globalement toujours dans le même sens. Mais la pression qui a le plus gros taux de compromis ou de trade-off, c'est la pression changement climatique, donc avec 25% des subventions positives pour atténuer le changement climatique qui sont néfastes, par exemple, pour la pression changement d'usage des sols, ce qui reflète des débats qu'on connaît aujourd'hui sur l'occupation des terres, le poids, l'artificialisation due à la transition énergétique, etc. Mais donc tout ça, ça vient vraiment de l'évaluation des groupes de travail de l'Office français de la biodiversité et des scores qui ont été attribués. Donc c'est dans l'état actuel des connaissances et avec les experts qu'on avait aussi sous la main. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que ça met en évidence le fait que la transition écologique a elle-même des choix internes entre des priorités de pression et que notamment la question de la biodiversité permet de pointer du doigt certains choix politiques à effectuer. Donc voilà, comme je le disais, il y a plusieurs contributions. Il y a à la fois, rentrer dans le détail de aujourd'hui avec la structure budgétaire, les informations qu'on a au niveau national dans le cadre d'un projet de loi de finances, qu'est-ce qu'on peut avoir comme réalité d'études d'impact, à quel point aussi c'est un processus qui demande assez lourd d'évaluation du budget, à quel point c'est un processus qui demande avis d'experts aussi, tel qu'il est, par rapport à la façon dont il est construit aujourd'hui. La gestion du risque de transition, comme je le disais, s'il y a réellement un objectif de redéfinition et de réallocation des subventions défavorables, quel secteur ça va toucher en premier, comment ils peuvent s'adapter éventuellement à cette transformation des subventions. C'est une grosse question pour les secteurs agricoles et de la pêche notamment. Et puis quelle suite on peut donner à ce type d'exercice une fois qu'on a identifié les dépenses favorables ou défavorables, au-delà de la labellisation, du coup, est-ce qu'on est sur un chemin d'investissement favorable grâce à cette redirection? Est-ce qu'il manque encore du budget pour atteindre des objectifs écologiques et combien? Est-ce que c'est un levier pertinent, etc. Donc on ouvre aussi tout un champ de réflexion sur les limites de cet exercice, sur lesquelles je pourrais revenir. Voilà, je vais un petit peu vite parce qu'il y a beaucoup de travaux, mais je suis à disposition pour en discuter. Maintenant, je vais parler de ma thèse. Donc, il faut revenir à ce cadre international dont Aurélien parlait. Donc, ce sont les objectifs de financement de la biodiversité qui ont été définis à la COP15 de Montréal l'année dernière, donc dans le cadre du Global Biodiversity Framework pour 2030. Donc avec le projet, avec l'Office français de la biodiversité, on a travaillé à la cible 18, qui était donc la réallocation des dépenses défavorables. L'objectif mondial étant de 500 milliards d'euros par an d'ici 2030. Moi, dans ma thèse, je m'intéresse à l'autre objectif, à l'autre cible, qui est la cible 19, qui sont en fait les nouvelles ressources financières pour la biodiversité, qui sont de plusieurs types. Donc ça peut être l'investissement direct des États ou les ressources domestiques, ce qu'on appelle, mais aussi l'aide publique au développement, et aussi tout un tas d'instruments ou de mécanismes dits innovants, market-based ou marché carbone, compensation de biodiversité, debt for nature swap, compensation, etc. Donc tout un tas de mécanismes ou de fonds spéciaux qu'on met en œuvre ou qu'on tente de mettre en œuvre, qui ont aussi des synergies importantes avec les mécanismes sur le climat, pour financer à échelle mondiale la biodiversité. Donc moi, je m'intéresse à ces mécanismes de financement dans le cadre d'un pays, le Sénégal, qui fait l'objet d'un ensemble de projets internationalement reconnus de restauration. Donc vous avez peut-être entendu parler, la Grande Muraille Verte notamment, donc un projet de reforestation ou reboisement de l'ensemble de la zone Sahel, et des projets de restauration de la zone mangrove côtière sur les littoraux. Donc ma thèse a commencé effectivement l'année dernière, en novembre 2022, sous la direction d'Harold Levrel, donc responsable de l'axe macroéconomique de la chaire de comptabilité, Antoine Gaudin de l'AFD, et je suis co-encadrée par Adrien Comte, que vous avez pu voir précédemment sur le projet Maya sur les comptes d'écosystèmes marins, et Rémi Prudhomme au CIRAD. Je suis en partenariat donc avec le CIRAD et l'Institut sénégalais de recherche agricole. Ma thèse a commencé par deux terrains. Donc, je suis partie donc, à la COP15 pour justement suivre ces négociations sur le financement de la biodiversité, donc les cibles 18 et 19 l'année dernière, en décembre. Et je suis partie 4 mois à l'Institut sénégalais de recherche agricole pour aller voir les différents projets de restauration, à la fois mangrove, Grande Muraille Verte et puis d'autres projets de compensation carbone notamment, je vais y revenir, pour cerner un peu davantage mes problématiques de terrain et justement de financement concret de la biodiversité dans le cadre de notre étude.
Bon, un petit rappel juste, qu'est-ce que le Sénégal? Donc c'est 20 millions d'habitants, à peu près 200 000 km², 111e pays classé mondialement sur l'échelle du PIB, avec un IDH assez bas, 170e, donc pays considéré en fonction des classements en développement ou sous-développé. 6 zones agroécologiques, avec, on va dire, pour résumer, le sud qui est sous climat tropical et une zone aride au nord, une zone sèche, ici en verte, qui est caractérisée par qu'on appelle zone sylvopastorale, parce qu'elle est à la fois une savane arborée assez sèche et beaucoup de pastoralisme. Faites des explications plutôt historiques. Une histoire de pays marquée par à la fois la traite des esclaves, qui est un élément très marquant de la mémoire du pays, et comme vous le savez, une ancienne colonie française. Donc moi, je me suis intéressée d'abord pour comprendre les engagements, le Sénégal, ce sur quoi il s'était engagé dans sa NDC, donc les contributions nationales qui sont définies dans le cadre des COP, et aussi dans les contributions nationales biodiversité dans le cadre des COP biodiversité, les projets qui étaient actuellement en place sur ce sol, et le contexte institutionnel de leur réception. Est-ce que au sein du gouvernement sénégalais, il y avait des institutions, enfin, ou en tout cas des directions capables de recevoir les fonds carbone, biodiversité, comment c'était organisé, donc à différents niveaux, à la fois à l'échelle du projet et à l'échelle du pays. Je reviendrai sur ces éléments, c'est un peu technique. L'enjeu de mon terrain, c'était d'essayer d'analyser une filière simplifiée de la restauration, donc de regarder les différentes sources de financement qui étaient mentionnées dans la cible 19 du Global Biodiversity Framework dont je parlais, comment ils sont alloués sur le territoire sénégalais, est-ce qu'ils sont centralisés, est-ce qu'ils sont alloués au niveau des projets, est-ce qu'ils sont alloués différemment en fonction des zones et en fonction des types de projets, est-ce qu'ils produisent des outputs économiques, donc de l'emploi, des ressources, etc. pour les populations, ou est-ce que c'est plutôt de la mise en défense, de la mise en conservation, on va dire, d'un tel ou tel écosystème, et comment c'était suivi et évalué en fonction des financements. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une base de données projet avec tous les projets que j'ai pu trouver entre 2007 et 2023 qui mentionnaient les mots restauration explicitement dans les descriptifs projet, ce qui amène à un petit biais sur les ONG puisque c'est ceux qui me communiquent le plus, mais bon, je pourrais y revenir. Ça fait 88 projets, à peu près 400 acteurs qui participent et 800 zones d'intervention cartographiées avec plus de 17 ce que j'appelle technologies de restauration, mais donc ça va être soit de la reforestation, soit de la régénération naturelle assistée, de la dépollution des eaux, etc. Enfin, il peut y avoir plusieurs méthodes et des coûts évidemment très différents. Donc l'idée, c'était 2007, c'est le lancement du mécanisme de développement propre, qui est un petit peu la première brique au marché carbone, et aussi le relancement historiquement officiel de la Grande Muraille Verte. Donc c'était normalement un coup un petit peu un lancement à nouveau des ambitions de restauration au niveau international. Et donc là, je suis à peu près à mes premiers résultats. Donc l'idée, c'était de constater l'évolution des projets dans le temps, les types d'acteurs qui étaient représentés. Globalement, on constate 2 vagues de lancement que vous voyez sur le graphique en nombre de projets qui correspondent peu ou prou à la fois donc à la vague de 2007 et qui a eu un petit regain à cause de la crise de 2008, mais on pourra y revenir, et le One Planet Summit en 2019 qui avait relancé encore une fois le projet de la Grande Muraille Verte. Une évolution des types de financement vers plus de financement mixte, donc ce qu'on appelle blended finance, public-privé, ou de financement directement privé. Une surreprésentation des ONG aux différentes étapes de réalisation. Voilà, et une part qui est aussi croissante dans le temps. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est une distribution spatiale des modèles de financement avec certains types de projets, de méthodes et d'écosystèmes qui sont vraiment davantage représentés du point de vue des financements dits privés et des projets qui restent, notamment sur la Grande Muraille Verte et les zones sèches, parce que plus onéreux, plus difficile à conduire, aux mains des bailleurs internationaux en partenariat avec l'État sénégalais. Je vais passer un peu vite, mais j'ai fait des analyses sur donc les différents critères qui permettaient de voir, de clusteriser en fait et d'avoir des types de projets au sein de cette base. Donc on a globalement des projets agricoles internationaux à l'échelle régionale qui sont conduits par la FAO, par l'ONU. On a des projets agricoles à une échelle plus nationale et plus locale des communes, des projets mangroves et des projets forestiers qui sont eux qui répondent davantage aux enjeux de crédit carbone et crédit biodiversité et qui eux vont être davantage financés par le privé. L'idée ensuite c'était vraiment de se concentrer sur ces mécanismes market-based et leur évolution dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest et notamment du Sénégal, donc de comparer
la situation du marché carbone au niveau international en termes de coûts et d'espoir de gains pour ce type de mécanisme et comment ça pouvait s'appliquer au Sénégal. Donc, pour le dire rapidement, mais encore une fois, je serai disponible s'il y a des questions. Ce qu'on voit, c'est que le coût du travail a un impact assez fort sur le choix de ces projets et que la restauration de mangroves, par exemple, au niveau international est assez chère, mais parce qu'on compte dans les données les projets américains, australiens, alors que le coût du travail au Sénégal, par exemple, étant très faible, c'est des projets qui sont extrêmement rentables sur le marché du carbone, puisqu'avec des taux de séquestration très importants. Et donc, on a une vente du crédit avec des coûts de mise en œuvre en fait très bas. Donc on a essayé de reconstituer à la fois les coûts à l'échelle des projets, les économies d'échelle qu'on pouvait faire et l'évolution de dynamique nationale au cours du temps entre 2007 et 2023 pour donner un peu à lire cette base de données que j'avais construite en testant différentes dynamiques et leur adéquation avec les données. Donc est-ce qu'il y a des gains d'efficacité dans les projets? Est-ce qu'il y a un facteur de distance parce qu'on restaure d'abord les zones qui sont les plus proches et les plus facilement accessibles, et puis ensuite on s'éloigne, et donc il y a des coûts qui augmentent. Est-ce qu'il y a de la négociation salariale qu'on avait ressorti des entretiens, puisqu'il y a des associations de planteurs qui se structurent pour répondre aux enjeux du marché du carbone, et qui savent maintenant qu'il y a de l'argent, entre guillemets, sur ces projets, et qui donc demandent un meilleur partage entre les planteurs et puis les financeurs ou les porteurs de projets. Bon, voilà, c'est plein de dynamiques qui nous viennent des entretiens que j'ai pu faire pendant mon terrain et qu'on essaye de traduire un petit peu de cette manière dans un petit modèle de coût qui nous a donné en gros des idées de à quel stade de nombre d'hectares on arrive avant que le coût des projets forestiers des zones arides croise celui des mangroves, etc. Donc, les mangroves étant beaucoup plus rentables comme vous avez pu le comprendre. Donc voilà le type d'études que je suis en train de conduire. Donc c'est vraiment un travail en cours et preneuse de tout type de retour sur ces analyses. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Morgane. Alors on va peut-être prendre 2 questions. Voilà pour cette partie macro. Donc peut-être une question dans la salle, une question à distance. Bon, je vous rassure, il y aura quand même plusieurs temps d'échange dans la journée, donc s'il y a vraiment des questions que vous voulez absolument poser, gardez-les quand même sous le coude. Voilà, alors il y a un micro, je pense. Alors, il y avait une question là-bas. Et je laisserai nos intervenants répondre, donc soit Morgane, soit Clément. Bonjour, je suis Florent Coureau de Tech for Life. Merci pour les 2 interventions passionnantes. Ma question porte plutôt sur les travaux de Clément Surin, avec un tableau qui montrait les variations de flux et de stock sur l'économie française et la dette écologique et son remboursement. Et il nous a montré qu'il y avait à peu près 1 milliard de remboursement de la dette écologique française, qui était ridicule par rapport aux 15 milliards, si je me souviens bien. C'est sympa de me retrouver les chiffres. Yes, c'était celui-là, je crois. Voilà. Et donc, on voit bien que le 7.1 n'a baissé que de 1 milliard cette année, puisque les activités de préservation étaient de 1 milliard en haut à gauche. Et ma question est, est-ce qu'on a des éléments de comparaison entre cette dette écologique que j'appellerais dette non monétaire et une dette monétaire ? Et tout ça dans une logique, je pense qu'on est tous assez choqués par ces chiffres, et dans une logique de plaidoyer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut montrer à quel point la dette écologique n'est pas adressée suffisamment, et notamment vis-à-vis de la dette monétaire. Donc est-ce qu'il peut nous comparer le 7,1 à la variation du stock de dette monétaire ? Merci. Merci. Clément, à distance, si tu veux répondre. Oui. Alors, vous m'entendez ? Alors oui, donc en fait, donc là c'est un tableau que j'ai dû faire moi-même à partir des données de l'INSEE. En principe, les secteurs sont pas découpés comme ça. Donc en fait, j'ai dû pour la partie flux, les chiffres sont relativement solides et facilement facile de construire ça pour le secteur de la construction. Et en revanche, pour les stocks, l'INSEE fournit pas des clés de répartition pour dire que le secteur de la construction a telle quantité de dette financière. Donc en fait, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait apparaître. Et donc l'endettement financier classique n'apparaît pas comme ça. Il faudrait faire d'autres travaux pour avoir une idée plus précise du secteur, de l'endettement financier de ce secteur-là. Donc voilà. Donc là, à ce stade, moi je peux pas vous répondre, mais je pense que c'est possible de faire ces comparaisons.
Merci. Et peut-être une question à distance. Je ne sais pas, Louis, s'il y a une question. Peut-être t'as un micro ou pas? Ah bah. Merci beaucoup. Alors, on a Jacques-Olivier Garda qui demande si certaines politiques climatiques ont des impacts sur la biodiversité, est-ce qu'on pourrait arriver au constat inverse? Je ne sais pas qui veut répondre, Morgane. Tu veux tenter, Morgane? Alors, je ne veux pas m'avancer parce qu'il faudrait re-regarder sur les 1427 lignes budgétaires, mais je ne crois pas. Voilà. Je ne pense pas qu'on ait de cas où ce soit favorable au changement, enfin, ce soit favorable sur une pression de la biodiversité, sur une autre pression que le changement climatique et défavorable sur le changement climatique. Je ne crois pas.